nouveau chapitre. C'est un petit peu abstrait au départ. Et vous allez voir que rapidement, ça va être en lien avec le cours sur les matrices. Et ça va préparer finalement à des chapitres d'algèbre de l'année prochaine. Et donc, ça y est, j'ai envoyé le PDF par mail, parce que j'avais un petit peu oublié de le faire. Et je vous enverrai dans la journée des petits exercices d'entraînement. Donc, c'est des exercices bonus, en fait. Il y a exercice et le corriger. C'est Monsieur Heger qui les a préparés pour sa classe et gentiment. Donc, il y a 2 exercices, un sur les variables aléatoires et puis un sur les fonctions de variables. Donc, vous pouvez les chercher quand vous voulez. C'est surtout pour ceux qui auraient déjà fini le devoir à la maison et qui veulent continuer à travailler. Le devoir à la maison suivant, on vous le donnera mercredi. Donc, vous voyez, ça laisse un petit temps où vous pouvez faire ça pour vous entraîner. Et autre information, lundi, les cours, je vous remettrai ça par écrit, mais ça va être un petit peu spécial parce que lundi matin, je suis pas disponible, je suis en réunion au lycée. Donc, il y a Monsieur Heger qui propose sur le créneau 11h, c'est plutôt 12h30, de faire de l'informatique avec les groupes qui n'ont pas eu le TP sur les intégrales. C'était juste avant le confinement, donc après les vacances, le 11 mars, il y a 2 groupes qui ont eu l'informatique normalement, le mercredi après-midi avec moi. Et puis, il y a les 2 autres groupes, c'est le groupe A et le groupe B qui devaient avoir l'informatique le mercredi d'après. Ben, ça, le TP, il avait disparu. Donc, il propose de vous faire ça en classe virtuelle. Je vous enverrai le lien de sa classe virtuelle et puis vous pourrez vous inscrire dessus lundi à 11h. Et à ce moment-là, faire le TP qui avait été, enfin, suivre avec lui le TP qui avait été raté avant les vacances. Enfin, avant les vacances, les vacances, c'était avant le confinement. Mais après les vacances, justement. Bien, donc je vous enverrai tout ça, donc toutes les informations par mail tout à l'heure. Alors, si tout le monde est prêt, on va pouvoir démarrer ce nouveau chapitre, donc l'espace vectoriel K puissance n. Donc, dans ce chapitre, quand j'écris K puissance n, c'est pour pas distinguer le cas où on travaille avec grand R ou avec les nombres complexes C. Donc, les 3/4 du temps, quand on dit l'espace vectoriel K puissance n, en fait, il s'agit de R puissance n. C'est pas souvent qu'on travaille dans C. Vous verrez dans la pratique. Mais tout le cours, on va écrire K puissance n, alors que dans les exercices, en vrai, non seulement c'est grand R, mais c'est plutôt R puissance 3 et R puissance 4 qui vont nous intéresser. Mais les définitions sont valables dans le cas général. Alors, quelques définitions. En fait, il s'agit, dans ce chapitre, de généraliser les choses qu'on faisait en géométrie, c'est-à-dire l'étude des vecteurs dans R2 et dans R3. Vous voyez, donc, avec R et n égale 2 ou 3, R2, R3, on a une représentation de R2 et de R3, c'est le plan et l'espace. Et on va essayer de généraliser en travaillant dans R4. Alors, R4, on se dit l'espace-temps. R5, on voit plus du tout de quoi on parle. Et R puissance n, on a quelque chose de très général et qui devient assez abstrait. Mais on va garder les mêmes opérations que dans R2 et R3. Et on va continuer à manipuler les vecteurs de la même manière. Alors, définition. Donc, au début, c'est pas très compliqué. Quand on dit K puissance n, ce sont des n-uplés. C'est comme ça qu'on dit. Le mot est pas très joli, mais des n-uplés d'éléments de K. Donc, simplement, on les écrit entre parenthèses, les uns à la suite. Le premier cas particulier qu'on connaît très bien, c'est R2. R2, ce sont les couples X, Y. X est un élément de R et Y un élément de R. Cet ensemble R2, on peut le représenter en fait avec l'ensemble des vecteurs du plan. De la façon suivante, est-ce que ça passe sur mon écran? Je vais réduire un peu. Voilà. Donc, si je prends le plan, je m'intéresse à l'ensemble des vecteurs du plan. Donc, je parle du plan vectoriel.
C'est-à-dire que je m'intéresse pas à tous les points et je représente tous les vecteurs du plan à partir d'une origine ici, donc qui représente l'origine, si on veut, le point 0, 0, mais tout simplement le vecteur nul, qui est représenté par le point qui est là. Et tous les vecteurs, je vais les dessiner à partir de ce point-là. Alors qu'a priori, on peut les dessiner n'importe où, hein, évidemment, dans le Bien, donc si je les dessine tous à partir d'ici, je me donne deux vecteurs qui correspondent à ce qu'on appelle une base, la base IJ. Donc ça, c'est des choses que vous avez déjà vues en géométrie au lycée depuis tout petit. Donc, dans le plan vectoriel muni d'une base ici orthonormée, on va prendre un vecteur U qui va représenter le couple XY, parce que mon vecteur U, X et Y, ça va être ses coordonnées dans la base IJ, tout simplement. Donc, un couple XY, un vecteur U, c'est la même chose. C'est simplement une représentation. Donc, le vecteur U, je note XY, ses coordonnées, donc ça, c'est une façon de le noter. La façon, finalement, on avait la façon, donc on avait l'habitude de noter les vecteurs quand on faisait de la géométrie, en particulier au lycée. Maintenant, on va un petit peu utiliser en fait l'identification. On va dire que le vecteur et ses coordonnées, c'est la même chose. Donc, je vais écrire le vecteur en disant que c'est vraiment un couple XY de coordonnées. Et puis, je vais enlever les flèches, tout simplement parce que ça alourdit l'écriture. Donc, on va finir par ne plus écrire les flèches sur les vecteurs. Donc, voilà la première étape. C'est une représentation des vecteurs du plan sous la forme d'un couple de nombres XY. Et réciproquement, un couple XY se représente comme un vecteur du plan. Alors, dans R3, deuxième exemple usuel, c'est R3, c'est-à-dire on prend des triplés X, Y, Z, et on a trois composantes pour nos vecteurs, ça veut dire trois coordonnées. J'ai pas fait de dessin, parce que c'est vraiment pénible de représenter ça dans l'espace, la représentation est plus délicate, mais on l'imagine assez bien. Donc on prend l'ensemble des vecteurs de l'espace, qu'on appelle l'espace vectoriel, on lui donne une base orthonormée IJK, donc c'est le même dessin qu'au-dessus, simplement à partir du point qui est là, il faut imaginer un vecteur K qui vient vers nous. Et à ce moment-là, un vecteur de l'espace, il peut être représenté sous la forme de son triplet de coordonnées x, y, z, et réciproquement, j'ai écrit le couple, c'est une coquille ça, c'est un triplet, le triplet x, y, z, il y a eu un petit copier-coller malencontreux, le triplet x, y, z, il est représenté par le vecteur de coordonnées x, y, z. On va, de la même façon que dans R2, identifier, donc on dit le vecteur de coordonnées x, y, z, ou tout simplement le vecteur u égale x, y, z. Et je peux aussi enlever la flèche ici, je ne l'ai pas relevée, mais on va voir rapidement qu'on ne mettra plus les flèches parce que c'est trop lourd. Bien, donc on a vu R2 et R3, et on va en fait généraliser ce qu'on faisait dans R2 et dans R3 dans l'ensemble Kn. Donc là, ça devient abstrait, il n'y a plus de représentation, mais pour les calculs, ça va se passer de la même façon. En particulier dans toutes les opérations, l'addition. Ajouter deux vecteurs du plan. Là, j'ajoute x, x' et y, y', tout simplement. Alors là, je les ai appelés plutôt x1, x2, xn, les coordonnées du vecteur u, y1, y2, yn, les coordonnées du vecteur v. Et en fait, on ajoute les coordonnées terme à terme. Donc, pour le vecteur u plus v, et ce sera sa définition, je vais définir la somme de deux vecteurs en disant j'ajoute toutes les coordonnées. C'est ce qu'on faisait dans R2, c'est ce qu'on faisait dans R3, et hop, c'est ce qu'on fait dans Kn. Les propriétés de cette addition, ce sont les mêmes que celles dans R2 et dans R3 pour les vecteurs. C'est commutatif, donc clairement, si j'ajoute dans un sens ou dans l'autre, vu la définition, ça ne change rien. Associatif, c'est-à-dire qu'on peut regrouper les vecteurs comme on veut quand on fait une addition. C'est pratique quand on veut faire des simplifications. Le vecteur nul. Alors, le vecteur nul, je peux l'écrire avec une flèche dessus ou sans flèche, puisque je vous ai dit que les vecteurs, j'allais les écrire sans flèche. Alors, faut pas confondre. Ici, si c'est le vecteur nul, c'est pas un nombre. C'est finalement n nombres. Et qui sont tous 0, 0, 0. Ce vecteur, il est neutre. Donc, il est neutre pour l'addition, parce que si j'ajoute un vecteur u avec le vecteur nul, ça change rien.
À partir de ces définitions, je peux définir ce qu'on appelle l'opposé d'un vecteur. C'est qu'on note le vecteur moins u. C'est le vecteur tel que quand je l'ajoute à u, ça fait 0. Et pour ça, il suffit de mettre des moins partout dans toutes les coordonnées. Donc voilà les différentes propriétés de l'addition. À partir de là, je vais pouvoir définir la soustraction. C'est pas compliqué. Pour soustraire, il suffit d'ajouter l'opposé. Donc on soustrait terme à terme toutes les composantes. C'est naturel et intuitif. On va voir l'autre opération importante, c'est la multiplication par un nombre. Les nombres, quand on les utilise ici, non pas comme composante du vecteur, mais quand c'est un nombre qui nous sert pour multiplier le vecteur par un nombre, on appelle ça un scalaire. C'est pompeux comme terme, c'est un terme de maths, mais si on vous parle de scalaire, faut pas avoir peur. Scalaire, ça veut dire des nombres. Bien, donc quand on prend un vecteur et qu'on veut le multiplier par un nombre qu'on appelle pompeusement un scalaire, on multiplie, c'est comme ce qu'on faisait pour les matrices. Je vous rappelle qu'on multiplie toujours à gauche, c'est le nombre, donc le scalaire multiplié par le vecteur. On le met. Après, je sais que les élèves respectent pas toujours bien ça dans les calculs, mais moi je fais attention et j'aime bien quand c'est bien respecté, ça fait des calculs beaucoup plus forts. On peut mettre un petit point ou rien mettre si on a la flemme. Il suffit de multiplier donc tous les termes du vecteur par lambda. Donc ça c'est simple, vous multipliez un vecteur par 2, il suffit de multiplier toutes les coordonnées par 2. Les propriétés de cette multiplication, si vous multipliez par 1, ça change rien, on voit bien dans l'écriture, donc c'est le même vecteur, c'est assez intuitif. Ça se développe bien, donc là je vais pas vous le démontrer, c'est juste appliquer les définitions, c'est un petit peu fastidieux, puisqu'on a x1, x2, xn à chaque fois. Et puis aussi, si je veux multiplier ici lambda mu représentant deux nombres, si je veux multiplier un vecteur u par deux nombres, je peux aussi le faire en deux étapes, multiplier par un puis l'autre, ou l'autre puis l'un éventuellement. Toutes ces propriétés très simples en fait, très élémentaires de l'addition et de la multiplication, ça permet de définir ce qu'on appelle un espace vectoriel, c'est-à-dire un ensemble qui a les mêmes propriétés que le plan vectoriel, que l'espace vectoriel au sens usuel du terme, c'est-à-dire l'espace dans lequel on vit en 3 dimensions. Donc, un ensemble qui a ces mêmes propriétés concernant l'addition et la multiplication est appelé un K-espace vectoriel. Alors là, on va voir des ensembles très simples cette année, mais l'année prochaine, vous verrez comme espace vectoriel, pas seulement K puissance n, mais que l'ensemble des suites, qu'il a les mêmes propriétés, c'est un espace vectoriel. L'ensemble des fonctions va avoir les mêmes propriétés, l'ensemble des polynômes aussi. Donc, vous verrez d'autres exemples d'espaces vectoriels l'année prochaine. Nous, on va se limiter cette année à Rn, qui est donc un R espace vectoriel, et Cn, qui est un C espace vectoriel. Donc, dire R espace vectoriel ou C espace vectoriel, c'est lié à la multiplication. Dans Rn, je multiplie par des réels, et dans Cn, je multiplie par des composés. D'autres propriétés aussi assez intuitives qui proviennent directement des définitions. Si je multiplie un vecteur u par le nombre 0, ça fait le vecteur nul. Alors j'ai mis la flèche ici pour pas qu'on confonde le nombre et le vecteur nul. Si vous prenez le vecteur nul, vous multipliez par n'importe quel nombre, ça donnera toujours le vecteur nul. Et en particulier, on a l'équivalence suivante. Si un produit nombre fois vecteur fait 0, ça veut dire que soit c'est le nombre qui est nul, soit c'est u qui est le vecteur nul. Donc ça, on a une équivalence, c'est bien pratique. On peut le démontrer, mais je crois que c'est assez intuitif pour qu'on le laisse sous cette formule. Si vous prenez un vecteur u, que vous le multipliez par moins 1, on multiplie toutes les composantes par moins 1, c'est ce qu'on a appelé l'opposé du vecteur u. Donc sur les définitions, c'est très simple. Et bon, faut juste rester concentré sur les définitions, c'est très simple, et puis après, ça finit par se compliquer. Alors, pour définir ce qu'on appelle une combinaison linéaire, donc là, ça devient vraiment, c'est une notion très très importante dans tout ce qu'on va faire après. Une combinaison linéaire de vecteurs. Donc, je me place dans Kn, et je vais prendre un paquet de vecteurs, j'en prends P. Alors, si je suis dans R3, qui est le plus classique, dans R3, on va pouvoir prendre deux vecteurs, par exemple.
mais aussi 3 ou 10 si on veut. On n'est pas limité par le nombre de vecteurs qu'on va choisir. Donc, je suis dans Kn et je prends un certain nombre de vecteurs. Et je peux en prendre P, ça peut être plus grand ou plus petit que N, ça n'a aucune importance. Alors, maintenant, j'en prends un autre. Donc, j'avais ces vecteurs-là qui étaient fixés, j'en prends P, je les ai mis de côté, et je prends un autre vecteur, et je dis que ce vecteur-là est combinaison linéaire des précédents, lorsqu'il peut s'écrire sous la forme, sous cette forme-là. Et cette forme-là, c'est ce qu'on appelle une combinaison linéaire. Combinaison linéaire, ça veut dire que je vais multiplier les vecteurs U1, UP par des nombres et ajouter. Ce sont les seules opérations que je m'autorise. D'un autre côté, c'est les seules qu'on connaisse vraiment, puisqu'on a défini que la multiplication par un nombre et l'addition. Donc, si je multiplie mes vecteurs U1, UP par des nombres et que j'ajoute le tout, j'appelle ça une combinaison linéaire. Je les ai combinés entre eux, ces vecteurs, de façon linéaire, c'est-à-dire avec des expressions de droite. Donc ça, c'est la définition. Avec des lambdas, évidemment, qui sont des éléments de K quand je travaille dans Kn, de R quand je travaille dans Rn, de C quand je travaille dans Cn. Donc ça, c'est la définition d'une combinaison linéaire. Une autre façon de l'exprimer, on dit que U est une combinaison linéaire ou est combinaison linéaire des vecteurs U1, UP, si et seulement si il existe des lambdas, des coefficients, tels que je peux écrire U grâce à ces coefficients, en fonction des vecteurs U1, UP. Et après, je peux l'écrire avec un sigma éventuellement. Alors, des exemples concrets. On se place dans R2. R2, c'est sympathique, c'est le plan. C'est le plan. Je vous donne un vecteur U1, ici, c'est -1, 2. U2, c'est 3, 1. Et je veux écrire le vecteur V de 4. Et je me demande si les combinaisons linéaires de U1 et U2. Ça veut dire, si je reprends la définition, que je vais chercher des coefficients lambda 1 et lambda 2 dans R. Dans R, puisque je travaille dans R2. Tel que ce vecteur V, dont on a parlé ici, puisse s'écrire sous la forme d'une combinaison linéaire, lambda 1 U1 plus lambda 2 U2, donc de mes deux vecteurs du départ. Je vais traduire cette expression-là avec les vecteurs. Lambda 1 U1, c'est lambda 1 moins 1, 2. Lambda 2 U2, je copie, c'est le vecteur 3, 1, et je veux que ce soit égal à V. Et ça, c'est une égalité de couple. Une égalité de couple, je calcule ici. Donc, on a vu que multiplier des vecteurs, c'est multiplier à l'intérieur, et puis ajouter, c'est ajouter le tout. Donc, quand je calcule ça, je vais avoir en première composante lambda 1 multiplié par -1 et lambda 2 multiplié par 3. Donc, moins lambda 1 plus 3 lambda 2. Donc, ça, c'est la première composante de ce vecteur. La deuxième composante de ce vecteur-là, c'est lambda 1 que je multiplie par 2 ici, et lambda 2 que je multiplie par 1 là. 2 lambda 1 plus lambda 2. Donc, c'est vraiment important, c'est de comprendre comment je passe de cette combinaison linéaire à cette écriture-là, donc sous forme d'un système. Pourquoi? Parce que je veux que la première composante soit égale à 2 et la deuxième composante soit égale à 4. Et je l'écris ici. Donc, on part d'une égalité, avec une combinaison linéaire, une égalité de vecteurs, et je l'écris sous la forme d'un système. En fait, en écrivant l'égalité de chaque composante. Quand je résous le système, alors j'ai peut-être été un petit peu vite pour résoudre le système, j'ai pas écrit les différentes étapes. En fait, c'est assez simple. Si vous prenez la ligne L2 ici, si vous la multipliez, non, vous la multipliez pas. Vous prenez la ligne L1, vous la multipliez par 2. Vous allez ensuite ajouter le 2 lambda 1 et le moins 2 lambda 1 ici vont disparaître. Donc, en multipliant par 2 ici, j'ai 6 lambda 2, plus celui-là, ça m'en fait 7. Et j'ai 4 plus 4 égale à 8. Donc, cette ligne-là, je l'ai obtenue. C'est vrai que j'ai pas détaillé les calculs en faisant 2L1 plus L2. Si je veux faire disparaître les lambda 2, il faut que je fasse L1 moins 3 L2. Comme ça, je vais faire disparaître les lambda 2.
Si je fais L1 moins 3 L2, je vais avoir moins lambda 1, moins 6, moins 7 lambda. Et pour les seconds membres, quand je fais L1 moins 3 L2, je fais 2 moins 12, j'obtiens moins 10. Résolution de système très très basique à reprendre si vous avez besoin de revoir les systèmes. Ce qui nous fait en divisant par 7 que lambda 1 c'est 17e et en divisant par 7 que lambda 2 c'est 8/7e. En tout cas, on a réussi à écrire le vecteur V sous la forme 17e U1 plus 8/7e U2. Donc par définition, c'est bien une combinaison linéaire des vecteurs U1 et U2. En fait, en remarque, je vous dis que si U1 et U2 sont deux vecteurs non collinéaires, ce qui est le cas ici, hein, vous pouvez regarder bien, vous voyez qu'ils ne sont pas collinéaires, parce que c'est pas multiple l'un de l'autre, alors je peux décomposer tout vecteur de R2 comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs-là. Je vous montre la petite diapo que j'ai préparée pour ça. J'ai représenté, j'ai pris exactement les coordonnées qui correspondaient à nos vecteurs. C'est-à-dire le vecteur U1 c'était moins 1, 2, le vecteur U2 c'était 3, 1. Donc je les ai correctement représentés ici. Et le vecteur V, c'était le vecteur 2, 4. Donc voilà ma représentation. Et ici, l'idée c'était de justifier par le calcul que V s'écrivait comme combinaison linéaire de U1, U2. Et en fait, si vous enlevez les coordonnées, vous dessinez au hasard un vecteur U1, un vecteur U2 dans le plan, un vecteur V en rouge, mais complètement au hasard, et on va forcément pouvoir trouver une combinaison linéaire. Comment je vais faire? Je vais prolonger ici les droites, je vais prolonger les vecteurs U1 et U2. Et ensuite, je vais projeter le vecteur V parallèlement à U1 sur U2 en fait, et parallèlement à U2 sur U1. Quand j'ai fait cette projection, je constate quoi? Ça vous rappelle normalement ce que vous faisiez quand vous avez défini les sommes de vecteurs. Si je regarde ici, là, j'ai lambda 1 U1, enfin j'ai un multiple du vecteur U1, là j'ai un multiple du vecteur U2, et je vous rappelle que pour ajouter deux vecteurs, ben, on faisait quoi? On fermait le parallélogramme, et ça faisait le vecteur V. Donc ici, je constate que mon vecteur V s'écrit forcément sous la forme lambda 1 U1 plus lambda 2 U2. Voilà. Je le remets là. Donc, et ça, vous pouvez faire avec n'importe quel vecteur U1, U2 dans le plan, et vous prenez un autre vecteur V, vous faites vos prolongements, vous faites vos projections, et toujours, je peux toujours décomposer V en fonction de lambda 1 U1 et lambda 2 U2. Donc ça, c'est une propriété des vecteurs du plan. C'est une généralisation. Alors maintenant, je vais me placer dans R3. R3, c'est beaucoup plus compliqué. On est d'accord. Dans R3, parce que la représenter, c'est plus dur. Je prends deux vecteurs, un U1 et un U2, et un troisième vecteur V, et je me pose exactement la même question. Est-ce que ce vecteur V est combinaison linéaire des deux autres? Je vais donc chercher des constantes, lambda 1 et lambda 2, telles que je puisse écrire le vecteur V sous la forme lambda 1 U1 plus lambda 2 U2. Chercher des coefficients. J'écris ce que ça signifie en remplaçant, donc, ça c'est U1, je le remplace, lambda 1 U1, lambda 2 U2, j'écris le vecteur, égal au vecteur V. Et maintenant, cette égalité-là, je vais l'écrire composante par composante. Donc, je vais avoir forcément trois égalités. De l'autre côté de l'égalité, première composante, j'ai 4, 3 et 0. Première, deuxième, troisième composante. Dans la première partie de l'égalité, dans le premier membre, je vais développer les vecteurs ici. Donc, je vais avoir lambda 1 fois 6 en première composante et lambda 2 fois 3. D'où le résultat qui est là. En deuxième composante, lambda 1 fois 5 plus lambda 2 fois 2. C'est recopié ici. Ça doit être égal à la deuxième composante ici qui est 3. Et troisième composante, lambda 1 fois 2, lambda 2 fois moins 1, et ça fait 0. Arrivé là, il faut résoudre le système. Donc il s'agit de résoudre un système de
3 équations avec 2 inconnus. Normalement, il y a une équation en trop où il y a des simplifications qui s'opèrent. D'habitude, je vous tape dessus pour que vous fassiez la méthode du pivot de Gauss, et finalement, là, non. Pourquoi? Parce que je vois cette équation, là, la dernière, elle est très simple, et je vais faire une grosse substitution. Je vais dire que grâce à ça, en passant le lambda 2 de l'autre côté, je vois que j'ai clairement lambda 2 qui fait 2 lambda 1. Et je vais substituer. Et oui, je me permets des choses que je vous autorise pas toujours à faire. Ici, hein, vous avez le droit, tout pareil que moi. Donc, je substitue comment? Dans la première ligne, j'ai 6 lambda 1 et lambda 2, c'est 2 lambda 1. Donc, en tout, j'en ai 12. Donc, 12 lambda 1 égale 4. Ça, c'est ma première ligne. Et la ligne qui est là, j'ai 5 lambda 1 et j'en ai 4 ici. Ça va donc me faire 9 lambda 1 égale à 3. Je garde cette première équation. Les deux qui sont là, c'est la même. Hein, parce que dans les deux cas, quand je calcule lambda 1, c'est 4 sur 12, ou lambda 1, c'est 3 sur 9, ça fait toujours lambda 1 égale 1 tiers. Donc les deux équations ici me donnent exactement la même solution. Et puis, quand je remplace pour lambda 2, je trouve 2 tiers. Ce qui fait que mon V, c'est 1 tiers de U1 plus 2 tiers de U2. Je peux donc dire que V est combinaison linéaire de U1 et U2. Autrement dit, graphiquement, ça signifie que le vecteur V, il est dans le plan vectoriel défini par U1 et U2. Je vous ai fait une petite diapo aussi pour ça. Alors, j'ai pris un plan, j'ai essayé de représenter ça en 3D. Donc, le plan vectoriel défini par U1 et U2. Donc, on a deux vecteurs U1 et U2 et ça définit tout un plan. Ça, on avait fait un petit peu de géométrie il y a quelques temps déjà. Ça nous dit quoi? Le vecteur V, j'ai dit que c'était 1 tiers de U1 plus 2 tiers de U2. Donc, je coupe le vecteur U1 en 3, je coupe le vecteur U2 en 3, je prends 1 tiers plus 2 tiers, je ferme le parallélogramme, donc là qui est encore plus penché puisqu'on est dans le plan, je ferme le parallélogramme et je vois apparaître le vecteur. Voilà, je garde ça de côté. Maintenant, autre exemple, un troisième vecteur, non, un quatrième vecteur d'ailleurs, W. Ce vecteur W, est-ce que lui, il est combinaison linéaire de U1 et U2? Alors, je vais faire exactement les mêmes calculs. Je vais chercher des coefficients alpha 1 et alpha 2, tels que j'ai une combinaison linéaire. Alors, c'est les mêmes calculs. Donc ici, j'obtiens la même chose que ce qu'on avait là, sauf que j'ai mis des alpha 1 et des alpha 2. Je le copie bêtement. Et le second membre, simplement, le second membre, au lieu d'être celui qu'on avait tout à l'heure, c'est moins 1, 1, 0. Moins 1, 1, 0. Et je me lance à nouveau dans cette résolution d'équation. Avec toujours le même coup de bol, c'est que la dernière équation ici est très simple. Donc, j'ai toujours le alpha 2, c'est la même que tout à l'heure en fait. Alpha 2 qui est égal à 2 fois alpha 1. Et ça, je le remplace dans la première équation. Ça me fait 6 alpha 1 et 6 alpha 1 à nouveau, donc j'en ai 12. J'ai 12 alpha 1 et ça fait moins 1. En fait, le calcul, c'est le même, le premier membre, c'est la même chose que tout à l'heure. Et ensuite, la deuxième équation, quand je remplace alpha 2 par 2 alpha 1, j'obtiens 9 alpha 1 égale 1. Mais maintenant, ça ne donne pas de solution, ça. Autant tout à l'heure, je trouvais facilement le lambda 1, autant là, je peux pas trouver le alpha 1 avec ça. Ça fait moins 1 douzième d'une part et 1 neuvième d'autre part. Donc, c'est pas possible. Ça bloque. Ça bloque. Donc, je ne peux pas résoudre le système. Ça veut dire que je ne peux pas écrire W sous cette forme-là. Donc, W n'est pas une combinaison linéaire de U1 et U2. Comme on est dans l'espace, ça signifie que W n'est pas dans le plan. Vérifié par U1 et U2. Si je reprends le schéma de tout à l'heure, le W, il a cette allure-là. J'espère que vous visualisez qu'on est en 3D et qu'en fait, il sort du plan. Il n'est pas dans le plan noir, il dépasse. Voilà ce que ça signifie graphiquement, le fait que W n'est pas une combinaison linéaire de U1 et U2. Il ne se met pas dans le plan, il ne s'est pas posé dans le plan. Bien, voilà pour cette notion de combinaison linéaire qui est une notion importante
Quand on a 2 vecteurs, ça va. Quand on commence à en avoir n, ça commence à faire beaucoup. Alors, on va passer maintenant à l'autre notion très importante, c'est la notion de sous-espace vectoriel, puis on va voir après comment ces deux notions se rejoignent. La notion de sous-espace vectoriel. Donc, on est dans Kn, et je prends un sous-ensemble de Kn. Alors, par exemple, si je suis dans R2, des sous-ensembles de R2, on peut en dessiner plein. On peut dessiner une droite, on peut dessiner un demi-plan, on peut dessiner la réunion de droites, on peut dessiner un cercle, et plein d'autres sous-ensembles. Je prends ceux qui sont les plus usuellement utilisés. Donc, un sous-ensemble de Kn, voilà. Et je voudrais savoir si cet ensemble, c'est ce qu'on appelle un sous-espace vectoriel. Alors, on note toujours SEV. Tout le monde comprend quand vous écrivez SEV, parce que sous-espace vectoriel, c'est vraiment long à écrire. Alors, ça veut dire quoi, un SEV de Kn? Déjà, ça veut dire que, en fait, que l'ensemble est non vide. Et pour vérifier qu'il est non vide, on va vérifier que 0 est dedans. Donc, il faut que 0 appartienne à ce sous-ensemble. Et ensuite, il faut que ce sous-ensemble soit stable quand on fait des combinaisons linéaires. C'est-à-dire, si vous prenez 2 vecteurs, déjà juste 2, dans l'ensemble E, et que vous multipliez par des nombres alpha et bêta, il faut que le résultat reste dans l'ensemble E. Il ne faut pas que ça sorte quand je fais des combinaisons linéaires. Et en plus, il faut que 0 soit dedans. Alors, une première remarque, c'est qu'en appliquant cette définition, si je prends l'ensemble qui est réduit à 0, c'est un sous-espace vectoriel, parce que 0 est dedans. Et si je prends 2 éléments, ben, c'est 0 et 0, et je fais des combinaisons linéaires, ben, ça fait toujours 0. Donc, ça reste dedans. Donc, c'est stable par combinaison linéaire. Donc, 0, on peut dire que c'est un sous-espace vectoriel de Kn. On peut dire que Kn lui-même est un sous-espace vectoriel de Kn de lui-même, que 0 est dedans. Et bah, si je prends 2 vecteurs et je fais des combinaisons linéaires, c'est toujours des vecteurs. Donc, ça reste dedans, ça ne peut pas sortir. Bien, donc voilà déjà 2 exemples. En fait, c'est le plus petit exemple possible et le plus gros exemple possible de sous-espace vectoriel. Attention, si vous prenez l'ensemble vide, ça ne peut jamais être un sous-espace vectoriel. Alors, une deuxième remarque, la propriété 2, on peut la décomposer en 2 propriétés, de A et de B, et qui sont parfois plus faciles à démontrer. Dire que c'est stable par combinaison linéaire, ça veut dire que quand j'ajoute, ça reste stable, et quand je multiplie, ça reste stable, parce que là, on a fait les deux. Donc, stable par addition, si vous ajoutez 2 vecteurs, ça reste dans E. Stable par multiplication, si vous multipliez par une constante, ça reste dans E. Alors, des exemples. Un premier exemple, c'est, j'appelle D1, on est dans R2, les couples XY tels que Y égale 2X plus 1. On va déjà faire un dessin pour ça. Je les ai pas retournés. C'est pas joli comme ça. Normalement, ils sont comme ça quand j'ai travaillé la veille. Voilà. Alors, quand je dessine la droite Y égale 2X plus 1, elle est comme ça. Vous voyez, j'ai mis vaguement le fond en dessous. Ici, j'ai l'origine 0, 0. Mais si j'essaie d'avoir une représentation de vecteurs, et je vous ai dit que les vecteurs, ils démarraient tous ici. Donc, quand je prends les vecteurs x, y qui vérifient l'équation y égale 2x plus 1, ça veut dire que mes vecteurs, ils partent d'ici, et en fait, ce que j'ai représenté par la droite D, ce sont leurs extrémités. Je représente ce vecteur-là, par exemple, c'est le vecteur 0, 1. Donc, le vecteur x égale 0, il vérifie bien y égale 1, on est bien sur la droite D. Donc, à chaque fois, ce qu'on va représenter, c'est finalement les extrémités des vecteurs. Donc, quand on dit l'ensemble D, on a représenté ici bien l'ensemble D des vecteurs XY tels que ça, c'est pas vraiment une droite. Si on le fait sur un dessin, c'est une sorte d'éventail qui part de ce point-là et qui rejoint ma droite. Donc, j'ai représenté en rose, mais c'est compliqué à représenter, donc on a tendance à représenter que la droite D. C'est-à-dire que ça. Pour l'exemple 1. Alors, là, il y a tout de suite un problème pour cet exemple-là, c'est que le vecteur nul, le couple 0, 0, il n'appartient pas à la droite. Il n'appartient pas à la droite, on le voit sur le dessin, il n'est pas dessus. Et puis, par le calcul, si vous remplacez y par 0 et x par 0, ça ne marche pas.
bon, bah, tout de suite, c'est pas un sous-espace vectoriel, parce que la propriété 1 n'est pas vérifiée. Un deuxième exemple, un ensemble que j'ai appelé judicieusement C, c'est l'ensemble des couples XY tels que x carré plus x carré égale 2x. Alors, je vois tout de suite que le vecteur nul, il vérifie l'équation. Ça fait 0 carré, ça fait bien 2 fois 0. Donc, le vecteur nul appartient à C. Donc, la première propriété, elle est vérifiée. Alors, je vais ouvrir ce deuxième exemple. J'ai essayé d'arranger un petit peu l'équation déjà. J'ai dit que x carré plus y carré égale 2x. Je passe le 2x de l'autre côté, ça me fait un truc égal à 0. Ça commence à ressembler à une équation de cercle, en fait. Il faudrait ici que j'ai un carré. Pour avoir un carré, ben, j'ai mis plus 1, donc 1 de l'autre côté. J'ai regroupé, ça c'est une identité remarquable, c'est x moins 1 au carré plus y carré égale 1. Et ça, normalement, vous devez reconnaître que c'est l'équation d'un cercle. C'est le cercle de centre 1, 0. Je trouve les coordonnées ici. Le cercle, c'est la distance au carré par rapport au point 1, 0. Et le rayon, ça c'est le rayon au carré normalement qui apparaît là. Et que si le rayon au carré est égal à 1, le rayon est égal à 1. Alors j'ai dessiné ce cercle, j'ai pris le centre 1, 0, le rayon 1, et je l'ai dessiné en rouge. Donc je vois bien que ça passe par le point 0, 0. Alors en vrai, mon ensemble, ce sont des vecteurs, c'est pas des points. Donc si je dessine vraiment l'ensemble, ce sont tous les vecteurs qui partent d'ici. Je vous ai dit que les vecteurs, je les présentais tous par rapport à l'origine. Et qui vont ensuite vérifier l'équation du cercle. Donc en fait, ce que j'ai représenté, ce sont les extrémités des vecteurs de l'ensemble C. Donc l'ensemble C, si on le représente, là, ça va recouvrir tout l'intérieur du disque, mais je prends vraiment les vecteurs qui vont jusqu'au bout et qui touchent toutes leurs extrémités, qui touchent le cercle. Donc voici une représentation de mon ensemble C. Et en fait, on va voir rapidement que cet ensemble C n'est pas stable par multiplication. Si vous prenez comme vecteur U le vecteur 2, 0, il est dans l'ensemble C, il vérifie l'équation. Parce que ça fait 2 au carré, ça fait 4, 0 au carré, donc tout ça, ça fait 4, et ça fait 4. Donc ça marche. Si je regarde le dessin, celle-ci, je ne plus. Voilà. Si je prends le vecteur U, le vecteur 2, 0, c'est ce vecteur violet qui est ici. Et si je le multiplie par 2, donc il est bien dans le cercle, hein, ce vecteur, il est bien, son extrémité est bien sur l'extrémité du cercle. Et si ce vecteur, je multiplie par 2, ben, il va partir de là, mais il va aller jusqu'à 4, c'est logique. Donc, ce vecteur 2u, c'est le vecteur 4, 0, il n'est pas dans le cercle. Il ne vérifie pas l'équation. Vous calculez, ça fait 16, 0, et ça fait 8. Donc, il ne vérifie pas l'équation. On peut le voir sur le dessin, mais on peut le voir par l'équation. Donc, la propriété 1 est vérifiée, mais la propriété 2a ne l'est pas. Donc, de toute façon, cet ensemble C n'est pas ce qu'on appelle un sous-espace vectoriel. C'est bien un sous-ensemble de R2, le cercle, mais ce n'est pas un sous-espace vectoriel. Alors, exemple 3. On va enfin en trouver un. J'ai fait une diapo, mais alors c'est vraiment très restreint, puisque si je veux, en plus, je les ai pas tournés. Non, j'ai dit. J'ai oublié de les tourner. Là. Là. Ça, c'est le petit travail que je fais chez moi le soir. Voilà, c'est reparti. Donc, voilà la droite, y égale 2x. Je l'ai tracée, elle est très simple à tracer. Cette droite-là, en vrai, je vous ai dit, ça représente les extrémités des vecteurs. Donc, quand je veux représenter un vecteur de la droite, je pars d'ici et je le représente et je vois que l'extrémité, elle est bien sur la droite D. J'ai représenté un autre vecteur. Voilà. J'ai un peu décalé pour qu'on le voit. Hein. Donc, mais son extrémité, en vrai, elle est sur la droite D. Et puis, je peux en faire plein comme ça. Et là, j'ai représenté tous les vecteurs sur la droite D, y compris le vecteur nul. Hein. J'aurais pu, mais ça devient difficile à présenter le vecteur nul. Donc, ça, c'est tous les vecteurs de la droite D. Et on met pas les flèches parce que sinon, c'est un petit peu pas très joli. Donc, voilà. La voici, ma droite D. Alors, le vecteur nul, ben, il appartient à la droite parce qu'il vérifie l'équation. Puis, on le voyait sur le dessin aussi. Donc, la propriété 1 est vérifiée. Maintenant, si je prends deux vecteurs de ma droite D, et j'essaye de les ajouter. Je reprends le dessin de tout à l'heure. Prenez un vecteur ici, un autre qui va dans le même sens, ça vous en fait juste un plus grand.
mais il va rester sur la même droite. Par le calcul, ça me donne quoi? Je prends un vecteur xy et un vecteur x', y'. Je dis qu'ils sont sur la droite des deux. Ça veut dire que tous les deux vérifient l'équation. Donc, je peux écrire y égale 2x ici. Et là, y' égale 2x'. Maintenant, je prends le vecteur w que j'obtiens en ajoutant les deux autres. J'ajoute x et x' et y'. Je regarde ces coordonnées. Si je fais y plus y', j'ajoute 2x et 2x'. Et je peux factoriser par 2. Donc, je vais obtenir ici l'équation qui était là, dans la définition de D2. Donc, là, le vecteur W vérifie bien l'équation. Donc, l'ensemble des deux est stable par addition. La propriété 2A est vérifiée. Maintenant, si je prends un seul vecteur et un nombre, donc là, on peut le retrouver aussi ici. Prenez ce vecteur-là, vous le multipliez par 2, ou par 1,5. On voit bien que ça reste sur la droite. Donc, je prends un vecteur et un nombre. Le vecteur, y ici, vérifie y égale 2x, puisqu'on est sur la droite. Si je multiplie tout par lambda, j'aurai lambda y, j'aurai 2 fois lambda x. Donc, le vecteur lambda u, c'est-à-dire lambda x, lambda y, vérifie bien l'équation. Donc, il est bien sur la droite. Donc, on peut dire que la propriété de B est vérifiée. On a enfin trouvé un sous-espace de R2, un ensemble donc qui vérifie la propriété 1 et la propriété 2 au complet. En fait, si je regarde dans R2 et je veux définir les sous-espaces vectoriels de R2, il n'y a pas 36 possibilités. Il y a une infinité de possibilités, si, mais il n'y a pas une infinité de sortes. Il n'y a que 3 sortes. Il y a le plus petit sous-espace de R2, c'est juste le point, c'est le vecteur nul, qui est tout petit. Il y a R2 tout entier. On a dit que Kn était un sous-espace de Kn. Et puis, il y a ce qu'on appelle les droites vectorielles, c'est-à-dire les droites qui passent par 0, comme la dernière qu'on a représentée tout à l'heure, comme celle-ci. Les droites qui passent par 0, on les appelle des droites vectorielles, donc elles ont une équation de la forme ax plus by normalement égale c, mais en fait, comme ça passe par 0, c'est égal à 0. Cette droite-là, c'est la droite, je vous rappelle, de vecteur directeur moins b1. Et un vecteur directeur, en fait, ça veut dire que la droite, ce sont tous les multiples de ce vecteur directeur. Je vous rappelle que ça donne une équation paramétrique de la droite. C'est ce qu'on avait vu quand on avait fait de la géométrie. Si je reprends ce schéma-là, vous prenez un vecteur U et vous prenez tous les multiples du vecteur, ou aussi le vecteur 1, 2 par exemple. Le vecteur 1, 2 est le vecteur directeur de la droite, et vous prenez tous les multiples, ça vous fait bien la droite. Donc on a bien tous les multiples de U en prenant tous les lambdas possibles. Ça, c'est ce qu'on appelle une droite vectorielle. Alors ça, c'était un exemple. Déjà, on travaillait dans R2, et dans R2, on a essayé de lister tous les sous-espaces vectoriels possibles. Si je fais la même chose dans R3, je vais juste faire un exemple. Et à partir de cet exemple, on va donner une généralisation très, très hâtive. Et on va admettre, en fait, ici, on l'admet, cette propriété-là. Et on va faire la même chose dans R3. On va admettre les sous-espaces vectoriels de R2 et de R3. Alors, dans R3, j'ai pas fait de dessin parce que c'est compliqué les dessins dans R3. J'ai pris un ensemble que j'appelle P, de façon pas du tout innocente. C'est l'ensemble des vecteurs qui vérifient l'équation x plus y plus z égale 0. Vous savez bien que ça donne donc un plan. C'est le plan d'équation x plus y plus z égale 0. L'équation d'un plan, on avait vu, c'était ax plus by plus cz plus d égale 0. Comme il n'y a pas de d, justement, ça me permet de voir que le vecteur nul appartient à ce plan. Parce que si vous remplacez 0, 0 et 0, ça fait bien 0. Donc, le vecteur nul vérifie l'équation, on est dans le plan. La propriété 1 est vérifiée. Maintenant, si je prends deux vecteurs du plan, j'essaye de vérifier la propriété 2. Deux vecteurs du plan, leurs coordonnées vérifient l'équation. Donc, on a d'une part x plus y plus z qui fait 0, d'autre part, la même chose avec les primes. Quand j'ajoute tout ça entre eux, j'ai une grosse somme ici, que je peux regrouper en disant que j'ai x plus y prime, y plus y prime, z plus z prime. Quand j'ajoute tout, ça fait 0. Donc, le vecteur W que j'obtiens en ajoutant U et V, il est bien dans le puisqu'il vérifie l'équation. Donc, la propriété 2A est vérifiée.
Et si je prends un vecteur et je multiplie par lambda, ça revient à multiplier l'équation qui est ici par lambda. Et donc, en multipliant l'équation qui est ici par lambda, ça fait toujours 0 au bout. Donc, le vecteur lambda u, qui a ses coordonnées lambda x, lambda y et lambda z, vérifie bien l'équation. Donc, il est bien dans le plan. Finalement, ça me permet de dire que le plan est stable par multiplication. Bon, il faut avoir une représentation physique de ça. En fait, vous essayez de visualiser dans votre tête, vous visualisez un plan dans l'espace. Vous prenez deux vecteurs de ce plan et vous les ajoutez entre eux, ben forcément, on reste dans le plan. Et puis, vous prenez un vecteur et vous l'allongez un petit peu, ou vous le diminuez, il reste dans le plan aussi. Donc, voilà ce que ça signifie, tous ces calculs, en fait. Bon, ça se généralise sous la forme d'une propriété qu'on admet. Je l'ai pas écrit, mais comme on l'a démontré pas, c'est qu'on l'admet. On va trouver comme ça tous les sous-espaces vectoriels de R3. Alors, il y a le tout petit, c'est le vecteur nul, comme pour R2. Le plus gros, c'est R3 tout entier. Dans Kn, le plus gros sous-espace, c'est Kn. Ensuite, en intermédiaire, on a les droites vectorielles, c'est-à-dire les multiples d'une droite, les droites qui passent par l'origine, les multiples d'un vecteur, pardon. Les droites vectorielles, elles passent par l'origine. Et puis, les plans vectoriels, c'est-à-dire les plans qui passent aussi par l'origine, comme celui-ci. Alors là, il était donné sous la forme d'une équation. Là, je le donne sous la forme de deux vecteurs directeurs. Une petite remarque, c'est une propriété en fait, qu'on va admettre. C'est si on prend deux sous-espaces vectoriels de Kn, quand je prends l'intersection, ça reste un sous-espace vectoriel. Ça se démontre, mais c'est plein de lettres, vous n'allez pas y arriver. On va juste faire des exemples, mais on l'admet, et on fait des exemples dans R3. Dans R3, parce que R2, c'est quand même petit, on n'a pas beaucoup de place pour bouger dans R2, on est un peu confiné. Dans R3, tout de suite, on respire mieux. Alors, si vous êtes dans R3, vous prenez deux plans, P1 et P2. Vous voulez représenter bien ces deux plans. Vous prenez en fait deux planches, hein, vous les collez l'une contre l'autre et vous regardez l'intersection. Ben, l'intersection, c'est une droite, forcément. Alors, comme mes deux plans passent par 0, la droite aussi, elle passe par 0. Donc, je l'appelle droite vectorielle. Alors, sauf un cas un petit peu limite, c'est que quand je dis je prends deux plans, puis qu'en fait, c'est deux fois le même. Ben, l'intersection de deux fois le même, c'est lui. Donc, c'est un plan. En tout cas, ça reste bien des objets qui sont des sous-espaces vectoriels. Donc, ça correspond à la remarque qui est au-dessus. Maintenant, toujours dans R3, comme objet, je prends une droite vectorielle et un plan vectoriel. Je sais pas si vous visualisez, donc vous avez un plan, vous prenez votre bureau et vous prenez une droite, vous plantez un bâton là-dessus et vous regardez l'intersection. Ben, l'intersection, c'est un point. Alors, quand on dit un point, en fait, c'est le vecteur nul, puisqu'on parle que de vecteurs. Ou alors, éventuellement, entre cette droite et ce plan, si j'ai triché et que j'ai pas pris n'importe quelle droite, mais une droite qui était déjà dans le plan, donc sur votre bureau, vous posez le bâton et vous regardez l'intersection. L'intersection, bah, c'est la droite elle-même, hein, si la droite est comprise dans le plan. Donc, j'ai pas fait de représentation pour ça. Je crois que c'est assez simple à se représenter. Alors, on va donner la définition la plus apte du jour, pas du chapitre du tout. Hein. On va vers des choses assez abstraites. C'est la notion de sous-espace vectoriel engendré par une famille de vecteurs. Alors, quand on dit une famille de vecteurs, c'est un tas. Donc, mon tas de vecteurs, c'est U1, U2, UP. Voilà mes vecteurs. J'en prends un certain nombre, P, dans Kn. Je suis pas limité. Hein. Je vous rappelle, dans R3, je peux prendre 10 vecteurs. J'ai le droit. Dans R3, je peux en prendre que 2 si ça me fait plaisir. C'est toujours une famille. Même quand il y en a qu'un, on appelle ça une famille. C'est une petite famille. Alors, j'appelle V l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires que je peux fabriquer avec ces vecteurs U1, U2, U2. C'est-à-dire, si je l'écris, hein, vraiment, je prends toutes les combinaisons linéaires, donc elles sont de cette forme-là, et pour dire toutes, je prends tous les lambdas possibles dans K puissance. Alors, chacun étant dans K, ça me fait un PUplé de lambda qui sont dans K puissance P. Attention, ne pas confondre les PUplés de lambda avec l'espace vectoriel Kn dans lequel on travaille. Je vous ai dit que ça commençait à devenir un petit peu délicat. Alors, la propriété, c'est que, parce que là, j'ai juste décrit cet ensemble-là. Je prends l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires possibles
de mes vecteurs U1, UP. Eh bien ça, c'est un sous-espace vectoriel de Kn. Ça, on va le démontrer. Allons-y. Et puis, après, on essaiera de voir des exemples. Alors, la démonstration est telle. Là. Alors, c'est parti pour la démonstration de ça. Donc, on prend cet ensemble V qui est défini par les combinaisons linéaires de mes vecteurs U1, UP. Donc, j'ai des vecteurs et des nombres. Il ne faut pas confondre. Les lambda, c'est des nombres, et il y en a P, c'est écrit là. Donc, ça, quand je fais une combinaison linéaire, j'obtiens un vecteur de Kn. Ce qui veut dire que l'ensemble V que je décris là est déjà un sous-ensemble de Kn. C'est déjà la moindre des choses. Maintenant, je veux voir s'il vérifie les propriétés des sous-espaces vectoriels. Donc, je prends le vecteur nul. Quand je dis 0 appartient à V, ça veut dire que le vecteur nul appartient à V. Ça veut dire que le vecteur nul, je peux le décomposer en fonction des vecteurs U1, UP. Comment? Ben, c'est pas compliqué, il suffit de mettre des zéros partout. C'est-à-dire de choisir que mes lambda doivent être tous nuls. C'est vrai que ça marche bien. Si je fais 0, U1, 0, U2, 0, UP, j'obtiens 0. Donc ici, il s'agit bien du vecteur nul qui s'écrit comme combinaison linéaire des autres vecteurs. Donc la première propriété est vérifiée. Pour la propriété 2A, on prend deux vecteurs dans V et on les ajoute. Hein, c'était ça l'histoire. Je prends mes deux vecteurs dans V. Ils sont tous les deux combinaisons linéaires. Donc ils s'écrivent, le premier je l'écris avec des lambda, mais l'autre je vais l'écrire avec d'autres lettres parce que c'est pas le même. Donc j'ai pris alpha 1 U1 plus alpha P UP. Donc des nombres. Et maintenant, je vais essayer d'ajouter ces deux vecteurs. Quand je les ajoute, ça fait ici, j'ai lambda 1 plus alpha 1 U1, nombre, vecteur, hein, faites attention, et à la fin, nombre, vecteur, alpha P plus lambda P plus alpha P UP. En tout cas, j'obtiens quelque chose qui s'exprime comme combinaison linéaire des vecteurs U1, UP. Donc, c'est bien un élément de V, puisque la définition de V, c'est toutes les combinaisons linéaires possibles. Donc, je suis bien contente. Quand j'ajoute deux combinaisons linéaires, c'est encore une combinaison linéaire. On a une stabilité, la propriété de 2A est vérifiée. Maintenant, je prends un vecteur dans V et un nombre. Et je veux vérifier qu'en multipliant ça, ça va me donner encore un vecteur de V. Mon vecteur de V, bah, c'est une combinaison linéaire des vecteurs U1 et P. Si je multiplie par lambda, bah, j'ai lambda, lambda 1. C'est pas très heureux comme expression, mais bon. Lambda, lambda P, UP. En tout cas, ça me redonne une combinaison linéaire. Donc, un élément de V. Lambda U est un élément de V. On a donc la stabilité par l'addition, par la multiplication, et l'ensemble est non vide, en tout cas 0 est dedans. C'est bien un sous-espace vectoriel de Kn. Alors, j'insiste, on est bien dans Kn ici et Kn là. Même si on a P vecteur, on travaille dans Kn. Donc, voilà pour cette démonstration. Je vous enverrai la diapo hein, pour que vous l'ayez. Celle-ci, il faut la relire parce qu'elle est quand même, elle est importante. Hein. Et puis, je vous enverrai de toute façon toutes les petites diapos. Vous aurez des petits dessins, vous pourrez les refaire et puis refaire la démonstration. Bien, on va juste donner les définitions. Ensuite, qui vont avec. Une fois qu'on a dit que cet ensemble-là, c'était un sous-espace vectoriel de Kn, on lui donne un nom spécial. On dit que c'est le sous-espace vectoriel de Kn engendré par la famille U1, U2, UP. Donc, cette phrase très longue, on l'écrit vect U1, U2, UP. Quand j'écris que V, c'est vect U1, U2, UP, ça veut dire que c'est le sous-espace vectoriel de Kn engendré par la famille U1, U2, UP, ce qu'elle a dit. Et ça signifie que c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires des vecteurs U1, U2, UP. Donc ça, c'est très compact, ça dit beaucoup de choses. Quand on a une expression comme ça, c'est-à-dire qu'on a un sous-espace vectoriel engendré par une famille, on peut lire la phrase dans l'autre sens. On peut dire que la famille est génératrice de l'espace vectoriel. Donc ça se lit dans les deux sens. Kn est engendré par la famille est génératrice de V, pas de Kn, pardon. V s'appelle V. Donc V est engendré ou la famille est génératrice. On dit aussi la famille engendre l'espace V. Mais le terme plus officiel, c'est famille génératrice.
Si je reprends le plan qu'on avait tout à l'heure, le plan P de tout à l'heure avec son équation là, X, Y, Z, et je lui cherche une famille génératrice. Comment je fais pour lui trouver une famille génératrice? C'est ça l'idée. Alors, l'idée, c'est, je vois ici qu'on a une équation, on a 3 inconnus. Si j'essaie de résoudre, il n'y a pas grand-chose à faire. Je peux dire que Z, c'est moins X, moins Y. C'est tout ce que je peux faire. Et je vais transformer l'expression du plan en mettant X, Y, je ne touche pas, et je remplace Z par moins X, moins Y. Quand j'ai ça, je vais décomposer ce vecteur-là, l'expression de ce vecteur, en mettant tous les X d'un côté, tous les Y de l'autre. Donc, ça me fait une somme de 2 vecteurs. Maintenant, ce vecteur qui n'a que des X, je peux dire que c'est X fois le vecteur 1, 0, moins 1. Et ce vecteur qui n'a que des Y, c'est Y fois le vecteur 0, 1, moins 1. J'appelle ce vecteur-là U1, ce vecteur-là U2. J'ai donc une expression de l'ensemble P, c'est les vecteurs qui s'écrivent X U1 plus Y U2, X et Y restant variables. Et en fait, cette expression-là, au lieu de les appeler X et Y, si je les appelle lambda 1 et lambda 2, je vois ici que j'obtiens les combinaisons linéaires de mes 2 vecteurs, U1 et U2. Donc, j'ai exactement l'expression là, qui était ici, mais avec seulement 2 vecteurs. Donc, on peut dire que P, c'est vect U1, U2. C'est-à-dire, c'est le plan vectoriel de famille génératrice U1, U2. Vous voyez bien, vous avez bien une représentation d'un plan. Si je reprends le dessin de tout à l'heure, c'était là. C'est quoi un plan vectoriel? C'est ça. Hein. Donc, notre plan qui avait comme équation x plus y plus z égale 0, je viens de lui trouver 2 vecteurs générateurs qui permettent de porter le plan. À retenir, j'avais 3 inconnus, x, y, z. Je repars d'ici, hein, c'est là. J'avais une sorte de système là, mais très très limité, avec 3 inconnus, x, y, z. Très limité parce que j'avais une seule équation. Si j'ai 3 inconnus et une seule équation, vous savez, puisqu'on a étudié les systèmes, que ça nous donne 2 inconnus auxiliaires. 2 inconnus auxiliaires, ça veut dire 2 paramètres, parce que mes inconnus, c'était x et y. Ce que j'ai remplacé, là, c'était les lambda, je les ai appelés lambda 1 et lambda 2. Donc, 2 inconnus auxiliaires, 2 paramètres, donc forcément 2 vecteurs dans la famille génératrice. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous les exercices qu'on fait. Bien, on va arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, vous pouvez lire la suite pour lundi. Lire la suite pour lundi et on verra. Alors, je vous ai dit, lundi, le cours. Donc, lundi matin, je peux pas faire cours. Il y a, pour ceux qui n'avaient pas eu d'infos, vous aurez le rattrapage, en fait, de cours d'infos sur les, enfin, de TP d'infos sur les intégrales. De 11h, ce sera plutôt à 12h30. Et j'ai demandé à Madame Lecoin, donc, si je pouvais me caser l'après-midi pour faire 1 heure de cours. Et je sais pas trop, parce que je sais que des fois, elle vous donne du travail. C'est le moment quand même où vous pouvez la contacter. Donc, je vais laisser un petit message en lui demandant si je pouvais m'incruster un petit peu, prendre 1 heure sur son créneau. Soit je fais le début 14h15, ou plutôt me mettre de 15h30 à 16h30 pour qu'ensuite vous ayez la physique. Donc, je vais demander, puis j'attends sa réponse, parce que j'ai pensé que ce matin, enfin, c'est un peu, les réunions, c'est un petit peu au dernier moment en ce moment. Donc, j'attends sa réponse, puis je vous envoie un message pour vous le dire. De toute façon, vous n'allez pas sortir, faire plein de trucs, quoi, lundi. On n'est pas confinés, mais il n'y a pas non plus, vous n'allez pas aller au cinéma. Voilà, donc je vous laisse regarder ce travail, enfin ce cours pour lundi, et puis je vous rappelle que vous avez toujours le devoir à la maison qui pique. Si vous êtes un peu en panique aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui, mais bon, si c'est demain, de toute façon, vu comme je suis avancée dans les autres copies, il n'y a pas de problème. Vous me posez des questions, hein, surtout n'hésitez pas, il y a pas mal de personnes qui ont déjà posé des questions, j'essaye de vous débloquer à chaque fois. Donc, vous avez ça aussi à faire comme travail. Et puis, pour ceux qui s'ennuieraient, je vous donne donc des exercices bonus qui sont des exercices corrigés. Donc, je sais que c'est toujours bien pour vous entraîner, d'avoir des exercices corrigés.
Bien, ben voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je ne vois pas de questions. Écoutez, si ça va, on va arrêter là pour aujourd'hui. Alors le cours, de toute façon, il faut le relire. Peut-être que les questions, elles arriveront lundi, je pense, là-dessus. Et puis, on regardera les exemples qui vont avec, les exercices. On en fera pas mal d'exemples. Ça vous aidera, je pense, à bien mettre ça en application. Écoutez, si tout va bien, bon appétit tout le monde. N'oubliez pas aussi d'aller chercher vos affaires au lycée. Donc, parce qu'hier, je suis passée, j'ai vu des gens, mais c'était des deuxième année. Voilà. À bientôt!